À 6h44, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. À ma droite, David Cameron, le Premier ministre sortant. À sa gauche, Ed Miliband, le leader de l'opposition travailliste. En trouble fête, UKIP, le parti eurosceptique, et son leader Nigel Farage. Voilà l'affiche des élections législatives de jeudi en Grande-Bretagne. Bonjour Pauline Schnapper. On pourrait ajouter une question au débat. Le Royaume-Uni doit-il sortir de l'Union européenne ? C'est d'ailleurs le titre du livre que vous avez publié à la Documentation française. Alors on va commencer avec les sondages, très serrés ce matin encore, entre travaillistes et conservateurs. Est-on sûr que le Premier ministre s'appellera soit Cameron, soit Miliband ? Ah, ça oui, mais avec quelle majorité ? C'est cela qui est complètement ouvert encore aujourd'hui. Ça sera forcément le dirigeant d'un des deux grands partis, mais toute la question est de savoir avec quel petit parti il sera obligé de s'allier pour pouvoir former un gouvernement. C'est-à-dire que là, vous répondez au tweet de Samelio qui dit « Faudra-t-il négocier avec un petit parti pour avoir une majorité ?» La réponse est oui. A priori. Mais ça veut dire que ces petits partis vont avoir un poids politique supérieur à leur poids électoral. Ce seront les faiseurs de roi, c'est ça ? Oui, tout à fait. Enfin, ça dépend lesquels. Le mode de scrutin britannique est un mode de scrutin ultra-majoritaire. Donc, certains petits partis sont désavantagés par ce mode de scrutin. Ils peuvent avoir des taux, des résultats élevés, comme UKIP, auxquels on donne entre 10 et 15% des voix. UKIP, les eurosceptiques. Les eurosceptiques et anti-immigration. Ils pourraient n'avoir qu'un ou deux sièges. En revanche, un parti comme les indépendantistes écossais, qui sont très implantés localement, sont capables d'avoir un poids bien supérieur au nombre de voix qu'ils ont remportées. Donc c'est peut-être eux qu'il faudra surveiller. C'est surtout eux qu'il faudra surveiller écossais. Il y a des grandes différences politiques aujourd'hui entre les conservateurs et les travaillistes, ou c'est comme Chirac-Jospin à l'époque ? Ce ne sont pas des différences énormes, ce sont des différences de degré plus que de nature. Ce sont tous les deux des partis qui veulent, par exemple, réduire le déficit budgétaire. Il n'y a pas de grosses différences là-dessus. En revanche, là où les nuances se font, c'est sur les questions sociales. Question de la santé, un gros problème en Angleterre. La santé en particulier, mais aussi d'autres. Par exemple, Ed Miliband a fait une campagne forte sur la question des salaires et des emplois précaires qui se sont énormément développés ces dernières années au Royaume-Uni. Il est un peu dans son rôle, parce que c'est le candidat plutôt à gauche, c'est le travailliste, Miliband. Absolument. Parlez-nous de lui d'ailleurs, on le connaît mal, c'est qui Ed Miliband ? Alors, Ed Miliband est quelqu'un qui a fait toute sa carrière en politique, malgré son âge relativement jeune. Il a 45 ans. Voilà, il a été élu un peu à la surprise générale comme leader après Gordon Brown. C'était son frère, David, son frère aîné, qui était le favori. C'est un social-démocrate, je dirais, traditionnel à l'européenne. Plutôt pro-européen, en tout cas à l'échelle britannique, tout est relatif, et quelqu'un qui a une bonne expérience déjà, puisqu'il a été ministre sous Gordon Brown. Et puis il a été secrétaire au changement climatique. Absolument. C'est un vrai militant de la planète. Lui, alors. Ah oui, il a été ministre de l'environnement sous le gouvernement Brown. Et c'est vrai qu'à quelques mois de la grande conférence COP21 à Paris, si c'est lui qui devient Premier ministre. Oui, tout à fait. Il est populaire ou il bénéficie de l'impopularité du sortant ? Il n'est pas très populaire personnellement. C'est pas quelqu'un de très charismatique. C'est pas Tony Blair. C'est pas Tony Blair du tout. C'est plutôt quelqu'un de sympathique, d'intelligent. Il a un bon contact avec les électeurs sur le terrain. En revanche, dans les médias, c'est pas Tony Blair, non, ça clairement, et c'est même pas Cameron, si je puis dire, qui est plutôt meilleur que lui. Et Cameron qui la joue au chaos en ce moment, il a durci vraiment sa campagne, il a des bonnes chances de l'emporter. Est-ce qu'il est populaire, Cameron, ou est-ce que ça sera, comme dans beaucoup de pays malheureusement aujourd'hui, un choix par défaut, quel que soit le candidat choisi ? Il est plutôt moins impopulaire personnellement qu'Ed Miliband, curieusement. En revanche, son parti est impopulaire. Pourquoi ? Alors, il faudrait remonter assez loin, mais disons que la raison la plus récente, c'est la situation économique qui à la fois est meilleure sur le plan macroéconomique, mais qui en même temps a laissé beaucoup de Britanniques sur le côté de la route. Les salaires sont bas, les emplois qui ont été créés sont des emplois précaires, à temps partiel souvent. Il y a une bulle immobilière qui a repris. Il est donc très difficile aux jeunes en particulier de se loger. Donc toutes ces raisons en particulier font que le Parti conservateur n'est pas aussi populaire que ses résultats économiques pourraient le laisser présager. Cameron qui a parlé d'un référendum pour ou contre le maintien dans l'Union européenne d'ici 2017, s'il est réélu bien sûr. Est-ce qu'il le fera vraiment, ça ? Alors s'il est réélu, oui, là maintenant il ne peut plus reculer. C'est pas le piège absolu, ça, pour lui ? C'est surtout le piège pour nous tous, si je puis dire, pour les Britanniques et pour nous Européens. Il a fait cette promesse il y a 2 ans, en janvier 2013, pour contrer l'influence non seulement de UKIP dont on a parlé, le parti eurosceptique, mais aussi les divisions internes
à son parti. Il y a maintenant une très forte minorité anti-européenne au sein du Parti conservateur. C'est même plus des eurosceptiques, c'est des gens qui veulent quitter l'Union européenne, comme les militants de UKIP. Et face à ça, Cameron a fait le pari de promettre un référendum, ce qui lui a permis de gagner du temps. De ne pas répondre à la question immédiatement. On sait qu'en plus, les référendums, j'imagine que c'est chez eux comme chez nous, à n'importe quelle question, on répond non. Voulez-vous rester dans l'Union européenne ? Ça sera non. On ne peut pas savoir. C'est très difficile vraiment de prévoir aujourd'hui parce que ce que Cameron veut faire dans l'absolu, s'il est réélu bien sûr jeudi, c'est, plutôt il sera forcément réélu, mais s'il reste Premier ministre, c'est de renégocier le statut du Royaume-Uni dans l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on reste, mais on négocie un statut un peu à part. En obtenant encore des dérogations probablement, en modifiant les règles de fonctionnement. Et son idée, c'est ensuite de demander aux Britanniques de voter pour rester. Mais c'est un pari très dangereux. Ça nous emmène au rôle de UKIP, qui, vous le disiez, pèsera peut-être pas lourd en termes d'élus, mais qui pèse lourd dans l'opinion. Grand vainqueur des Européennes en 2014. Ils vont être malgré tout les arbitres, peut-être pas de ce qui va se passer jeudi, mais de ce qui va se passer dans les 2 ans qui viennent en Grande-Bretagne. Oui, tout à fait. C'est exactement cette situation, c'est-à-dire que le poids du UKIP n'est pas tant en nombre de députés que dans le poids, j'allais dire, mental, idéologique qu'il a au Royaume-Uni, et aussi sur le fait que pour les conservateurs, c'est une menace directe. C'est-à-dire que même s'ils n'ont pas de députés, ils risquent de faire perdre des candidats conservateurs. Et donc les conservateurs s'en méfient comme la peste. UKIP, c'est le FN anglais ou c'est pas vraiment ça ? C'est pas tout à fait ça. Ils s'entendent pas bien au Parlement européen. Ils sont pas ensemble, ils sont pas dans le même groupe. Voilà. C'est pas tout à fait la même chose. Il y a quand même des points communs. Il faut dire les choses comme elles sont. Le populisme, le rejet de l'immigration et le rejet de l'Europe. Ça fait quand même trois points communs. Cela dit, le UKIP se veut moins extrême, moins extrémiste que le Front National et ne veut pas frayer avec eux. Une question de Dominique sur Europe1.fr. Tiens, est-ce que la reine intervient d'une manière ou d'une autre dans la campagne ? La fameuse. Non, la réponse est non. Elle n'intervient pas du tout. Elle ne fait pas connaître sa préférence, même l'air de rien, ou des tours d'une phrase, non. La seule fois où elle est intervenue indirectement, c'était pour ça que c'était intéressant, c'était au moment du référendum sur l'indépendance en Écosse, en septembre dernier, où elle a lancé une petite phrase sibylline quelques jours avant le vote, en espérant que les Écossais auraient le bon sens de voter de façon raisonnable. Elle a eu peur que et tout le monde a éclate, compris ce que ça voulait dire, oui, bien sûr. Mais sinon, non, jamais. Et en ce moment, les Anglais s'intéressent plus à la princesse Royal Baby ou aux élections ? Est-ce que c'est un sujet qui les intéresse vraiment ? On voyait ce matin la une du Figaro qui se divise en deux, un petit peu sur le Royal Baby, un peu sur les élections. Oui, c'était un peu le cas de la presse pendant le week-end, notamment la presse tabloïde faisait plutôt ses premières pages sur la jeune princesse, la presse sérieuse plutôt sur les élections. Voilà. On a une question alors qui paraît loin, pour le coup, d'un tweet de Marc Belaïch. Quel que soit le vainqueur, peut-on espérer une entrée dans la zone euro ? J'imagine que là, pour le coup, c'est pas d'actualité. Je pense que nous serons tous morts avant que le Royaume-Uni entre dans la zone euro. Oh, vous êtes pas optimiste quand même. Avec prudence tout de même. Non, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Aucun des partis aujourd'hui, c'était pas le cas il y a 10 ans, mais aucun des partis aujourd'hui ne souhaite le faire. La crise de l'euro est passée par là. Qui va gagner l'élection ? Qui sera Premier ministre vendredi matin ? Alors là, ça, non, c'est vraiment franchement, possible, je peux pas vous répondre. Tout ce que je peux dire, c'est qu'a priori, les travaillistes ont plus de partenaires potentiels avec lesquels former un gouvernement que les conservateurs. Mais si les conservateurs arrivent suffisamment en tête, ils peuvent tout à fait l'emporter avec les libéraux démocrates. Les alliances se retourneront en fonction des Marocains ministériels à distribuer. Donc je serai très prudente aujourd'hui. Et bon, on surveillera tout ça en tout cas cette semaine. Merci Pauline Schnapper d'être venue en direct sur Europe 1 ce matin. Vous êtes professeure de civilisation britannique contemporaine à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Et vous êtes donc aussi l'auteur du livre « Le Royaume-Uni doit-il sortir de l'Union européenne ?» publié à la Documentation française. Merci, bonne journée. Merci.